Bienvenue dans cet entretien. Nous avons le réel plaisir de recevoir un ancien gouverneur du Bas-Congo, plusieurs fois ministre, PDG également. Il s'appelle Simon Mbachi Mbacha. Mais rappelons également qu'il est député national, mais également cadre de l'Union sacrée de la nation. Cette vision ici chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une émission qui se veut pédagogique. Nous allons poser d'abord la problématique de la construction ou soit des contrats qui ont été signés par le gouvernement de la République avec la société DP World concernant le projet en eau profonde des bananes du Bas-Congo. Il aura certainement un mot à dire par rapport à la saga qui a pris de l'ampleur dans la clameur publique concernant les dossiers Atou Matubona. On dit de lui qu'il est meilleur gouverneur du Bas-Congo. On va découvrir. Il serait parti avec les secrets de la province. Personne ne sait répondre. Cette émission sera également co-animée par Clarisse Mboui, à mes côtés, qui j'ai dit bienvenue, Madame Clarisse. Merci à toi, Vincent Mozongo. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Honorable, ça va. Honorable Simon Mbachi Mbacha, bienvenue dans cet entretien. Merci bien, Vincent. Vous allez bien? Très bien. Et bonne année. Merci pareillement aussi. Membre de l'Union sacrée de la nation, un privilège? Oui, un privilège, je crois, c'est un privilège. L'Union sacrée de la nation, on dit un fourre-tout, une blanchisserie, de ceux qui ont commis les délits, qui ont détourné les deniers publics, même si vous n'êtes pas reproché par cela. L'IGF n'a pas enquêté en ce sens concernant votre ancienne gestion de 2007 à 2012. Non, dans un refuge de criminels ou de détourneurs, je crois que c'est trop dit. Parce que l'Union sacrée, comme je vous avais dit la fois passée, c'est une vision du chef de l'État qu'il a eue. Et j'avais comparé ça, vous vous souvenez, comme l'appel de Londres qu'avait lancé De Gaulle. À un certain moment, De Gaulle a remarqué que la France était occupée. Alors il dit que seul il ne pouvait rien. Et à partir de Londres, il est en exil, il lance un appel. Il dit, j'appelle tous les Français à être derrière moi pour libérer la France. C'est un peu la même chose. Hein. Ici, bon, ici, on n'est pas occupé. Mais c'est-à-dire que c'est une profession de foi. Il dit, voilà, je demande à tous les Congolais de m'accompagner pour, pas libérer le Congo, mais pour effectivement construire un nouveau Congo, comme nos ancêtres l'ont demandé dans l'hymne national. Et c'est ainsi que je pense que tout homme sensé ne peut pas ne pas répondre à un appel d'un chef de l'État qui veut qu'on soit à côté de lui pour que les choses marchent. C'est ça. Alors, dire que c'était un refuge de... Non, je ne pense pas. D'abord, profondément, l'idée de l'Union sacrée a été conçue pour former une majorité parlementaire. C'est tout ça le problème. Et la majorité parlementaire, c'est pour aider le chef de l'État à être confortable dans la direction du pays, avec une assemblée qui est majoritaire, et donc qui permet à mettre en place un gouvernement de l'Union sacrée. Alors, au niveau de l'Assemblée, quand vous allez dire que c'est un refuge de criminels, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être député si vous n'avez pas un bon casier judiciaire. Et tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale sont des élus, ne sont pas des gens qu'on a nommés. Donc, ce n'est pas le peuple qui a élu des criminels ou des détourneurs. Donc, l'Union sacrée prise dans le sens de la majorité parlementaire, dont vous n'y trouvez pas de n'importe où. Mais ça vous fait comment d'être dans une plateforme qui n'a pas un soubassement juridique, où les adhésions sont à ciel ouvert, tout le monde peut se déclarer de l'Union sacrée de la nation parce que vous n'avez pas de texte. C'est comme l'ancienne famille de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. On a vu comment le Front commun a volé d'un éclat. Non. D'abord, nous parlons d'abord du concept Union sacrée, qui est un appel lancé par le chef d'État, qui est une vision. Les gens adhèrent. Mais là, ce que tu dis là-bas, ça c'est la gestion de l'Union sacrée. Comment on gère, ça c'est une autre paire de manches.
Donc, il faut d'abord savoir que cette vision, c'est une démarche lente. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain, la vision là, le texte, non. C'est une démarche. La vision, c'est d'abord l'appel. Et l'appel, on a répondu à l'appel. Maintenant, la gestion, bon, nous espérons qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir les soubassements, etc. Ça prend du temps, je suis d'accord avec toi. Et là, effectivement, ça donne quand même un peu du bémol à l'affaire. Mais j'espère que ceux qui sont sacrés, ceux qui sont appelés à animer les nœuds sacrés, s'attellent à mettre en place des textes légaux, etc. Cette majorité au sein du Parlement dont vous êtes membre, je l'ai dit dans mon entente que vous êtes actuellement député national, vous pensez que vous allez garder le cap même en 2023 avec les élections qui pointent à l'horizon? Bon, c'est-à-dire maintenant, évidemment, tout le monde est dans l'euphorie de 2023, oui. C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on doit faire, c'est d'aider le chef de l'État à bien terminer son mandat actuel. Au lieu de penser toujours, il doit remplir, d'accord, c'est vrai. Mais aidons-le à bien terminer le mandat pour que nous ayons un discours devant le peuple pour qu'il puisse être réélu. Donc, la réélection ne doit pas être un objectif en soi. C'est un aboutissement d'un mandat qui aurait été bien mené. Et c'est ça notre responsabilité, de l'aider à mener le mandat et pour que ça nous permette de convaincre le peuple qu'il faut qu'il continue. Parce que n'oublie pas que nous avons l'union sacrée, d'accord, mais nous avons aussi l'opposition. L'opposition est aux aguets aussi. C'est bien d'avoir un slogan que 2023, il doit continuer, c'est bien. C'est bien, mais aidons-le, arrivant à 2023, pour que le discours soit facile, pour qu'il continue. 3 ans, jour pour jour, Kéfé Antoine Tshisekedi Tshilombo a totalisé à la tête du pays, dans la clameur publique. Le bilan est largement commenté dans les sens positifs et négatifs. On reconnaît en vous la cohérence. Quand vous regardez les 3 ans, vous dites que le président de la République a atteint l'Eldorado, ou bien c'est un fiasco, comme dirait un bon lamoukiste? Bon, d'abord, je crois que le bilan doit être donné par le gouvernement. Parce que nous avons élu un gouvernement pour appliquer les programmes que le chef de l'État a donné et qui a été aussi amené par le Premier ministre au niveau de l'Assemblée. Bon. Le gouvernement a une grande part de responsabilité dans la marche des choses de l'État. Le gouvernement se trouve devant le peuple avec son social, avec son économie, etc. Bon, nous, au niveau de l'Assemblée, c'est de pousser le gouvernement, d'interpeller, etc. Même si, bon, de temps en temps, politiquement, au niveau de l'Union sacrée, on protège aussi un gouvernement qu'on a mis en place. Mais toujours est-il qu'in fine, le bilan doit être donné par le gouvernement. C'est-à-dire que vous n'avez pas un avis à émettre parce que le gouvernement est en place et doit faire ses travaux? Bon, moi, en tant qu'individu, je ne veux pas dire aujourd'hui le gouvernement a bien travaillé, le gouvernement n'a pas bien travaillé, mais toujours est-il que je dis que c'est le gouvernement qui doit être face à la population. Parce qu'ils s'appellent tous des warriors, des guerriers. Alors c'est eux qui doivent nous dire comment ils mènent leur guerre, à quel niveau ils sont dans leur guerre, etc. Bon, donc j'espère qu'eux-mêmes ils sont conscients que... Vous êtes pendant les vacances parlementaires, vous êtes annoncé dans le Bas-Congo, devant votre base, c'est une question arrivée, on vous dit que c'est vrai, nous vous avons envoyé nos représentants à l'Assemblée nationale, parlez-nous du bilan, parce que nous on a fait, rien n'a changé. Quel serait votre discours à ce stade? Si je dois donner le bilan du... Oui, à votre base, hein, parce que vous êtes annoncé déjà dans le Bas-Congo, oui. Bon, en fait, hein, oui. Je dois vous dire, d'abord sur le plan local, en tant que député national, le bilan ne se sent pas sur le terrain. Parce qu'en fait, c'est quoi? Le bilan doit être quoi? Les routes, les écoles, la santé, etc. Bon, je dois vous dire que si aujourd'hui, moi, je vous dis que
le gouvernement actuel a tout fait, voici les routes, voici ceci, je serai un menteur. Donc je ne peux pas venir vous dire des choses que mes électeurs ne voient pas sur le terrain. Mais combien de fois nous ne faisons pas des rapports pour qu'on puisse changer les routes de certes agricoles, pour qu'on puisse faire les ponts. Malheureusement, c'est déficit au niveau du gouvernement, tant national que provincial, fait croire à la population qu'à la longue, c'est nous les députés qui devront faire ça. Donc ils s'attendent, c'est que nous fassions les routes, nous fassions les ponts, etc. Ce qui n'est pas le travail d'un député. Donc nous continuons à faire pression auprès du gouvernement pour qu'il puisse changer la donne. En tout cas, au niveau local, nous, on a des difficultés pour dire que c'est bon. Très bien. Clarisse Mbouyi, toujours dans les mêmes ordres d'idées, ou soit vous pouvez changer les chapitres, l'honorable est à vous. Toujours dans l'Union sacrée, on a dit que l'Union sacrée est un diagramme de ceux-là qui font du mal à la population. Quelle lecture faites-vous? Comment est-ce que vous analysez ça? Parce que la population vous pointe du doigt. L'Union sacrée, un diable à 1000 têtes. D'après les opposants, rien n'est bon. Les opposants, c'est leur travail. Il ne faut pas toujours... c'est leur travail de dire ça, c'est normal. Mais on n'est pas les diables, comme je vous avais dit. Quand vous prenez l'Union sacrée, le sens de la majorité parlementaire, est-ce que vous trouvez les diables à l'Assemblée? En quoi ils sont diables là-bas? Ah, mais on traite... Nous avons suivi la vision du chef de l'État, nous l'accompagnons dans sa vision, nous voulons que les choses changent, c'est ainsi qu'on fait pression auprès du gouvernement pour que les choses changent. Mais l'émanation que nous sommes, nous, de l'Union sacrée, surtout au niveau de la majorité parlementaire, nous sommes des élus. Nous n'avons pas de casier judiciaire mauvais. Comment nous sommes les diables? Mais M. Mbati, n'oubliez pas que vous devez faire le rapport à la population qui vous a élu, qui vous a légué pour que vous puissiez parler pour eux devant le Parlement. Mais c'est ça que je vous dis, je viens de dire ça, Vincent. C'est-à-dire que nous faisons rapport, nous sommes les traits d'union entre la population et le gouvernement. Bon, même si je dis qu'il y a des déficits au niveau des infrastructures, etc. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes les diables. Non, les termes que vous utilisez très fort, on n'est pas diable. Peut-être que ce n'est pas suffisant ce qui est fait. Peut-être qu'on nous demande un effort au niveau du gouvernement surtout. Et nous, on nous demande de faire encore plus pression auprès du gouvernement. Mais on n'est pas diabolique pour ça. On dit que le président de l'Assemblée nationale monopolise la parole. Les opposants n'ont pas assez de manœuvres. Et apparemment, c'est vous, de l'Union sacrée, qui sont privilégiés. On a suivi les écarts verbaux entre Délice Sanga et le président Bosso. Il y a eu des invectives. Ça prouve à suffisance qu'un ça ne va pas. Bon, c'est-à-dire ça, c'est le travail humain. Bon, dire que le président de l'Assemblée monopolise la parole, non. Comment un président peut parler en monologue? Nous sommes là, il n'y a que lui qui parle. Non. Peut-être vous dites qu'il donne plus la parole et encore. Il faut savoir que dans une assemblée, il y a la majorité. Et donc, il y a plus de députés de l'Union sacrée que les opposants. Et donc, quand vous le voyez, vous voyez qu'il n'y a que les Unions sacrées qui parlent. Ils sont plus nombreux que les opposants. Donc, ce n'est pas possible que vous ayez des opposants qui sont minoritaires et qui parlent plus. Même si on donne la parole à égalité, même s'il est juste dans la manière de leur parole, ils donnent plus aux gens de l'Union sacrée puisqu'ils sont plus nombreux. Donc, c'est un problème de nombre. Alors, quand vous voyez les gens de l'Union sacrée qui se succèdent, mais ils sont combien? 350, peut-être sur 500. Donc, 3 fois plus. Donc, ce n'est que normal qu'ils parlent plus que les autres. Et comment vous avez interprété les escalades verbales entre Délice Sanga et votre président de l'Assemblée nationale qui n'avait pas apprécié le vocabulaire employé par l'un des vôtres? Bon, ça c'est une scène de ménage. Ça, entre nous les parlementaires, il faut nous laisser parfois nous-mêmes gérer nos affaires. Mais quand ça sort, la population est scandalisée. Ça ne devrait pas sortir, mais c'est une scène de ménage. Vous insultez des voyous, des délinquants? Bon, ce n'est pas fait à l'hémicycle. Hein. Ça sont des choses qui ont été dites dehors. Et donc, c'est pour cela que je dis qu'au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas
arrivé comme tel. Mais les invectives, c'est plus en dehors de l'Assemblée que c'était fait. C'est dommage. C'est pas très civique. On va parler du Bas-Congo, la province où vous étiez gouverneur en 2007. En 2012, Clarisse Mbouy va ouvrir la balle. Oui, un ancien gouverneur du Congo central, technocrate de cet espace. Quelle lecture faites-vous après la saga que Atoumata Bouana avait fait avec des différends avec la justice? Bon, Clarisse, d'abord, vous m'amenez dans une situation inconfortable. Je vous avais dit que moi, je ne parle jamais de mes successeurs. Surtout que Matouboana n'est pas n'importe quel successeur pour moi. Il m'a battu aux élections. On a fait des élections, il a gagné, il m'a gagné. Donc ça signifie que chaque fois que vous me poussez à faire des commentaires là-dessus, vous risquez de m'amener dans une situation où je prends revanche en disant que sa gestion est ceci ou ceci. Ne m'amenez pas dans ce débat-là. Je sais que c'est mon successeur, je respecte le choix que les députés ont fait pour que lui soit gouverneur à mon détriment. Je respecte ce choix. Mais la question que je me suis toujours posée, pour quels résultats dans le Bas-Congo? Ce choix-là. Maintenant à dire, voilà, il y a l'inspection, ce n'est pas mon problème parce que je n'ai pas été avec les inspecteurs, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si la province est bien gérée, mal gérée, mais des organes statutaires comme l'inspection ont donné des conclusions. Je crois qu'il faut plutôt... Au lieu que moi j'aille encore émettre un avis sur la gestion alors qu'un organe compétent a déjà donné son avis. Pourquoi vous m'amenez moi à aller donner un avis ça? Alors, parce que ça s'est parlé sur la toile, tout le monde, ça a fait débat. Oui. Ça fait débat. C'est-à-dire qu'il faut parfois nous aider, nous, par exemple, nous les politiciens, à être un peu humbles et modestes. Parce que maintenant, si vous me demandez de faire un débat sur la gestion d'Atou ou sur Atou, c'est-à-dire sur ma succession, je risque de me mettre très haut pour dire que ça ne marche pas. Et ça risque d'être de l'orgueil, de l'arrogance pour moi. Aidez-moi à être humble et modeste. Les natifs du Bas-Congo vous réclament. Vous comparez par rapport à Atoumata Bouana, selon eux, c'est Simon Mbati-Bacha qui... Plébiscité un meilleur gouverneur. C'est leur droit de me réclamer. Mais le vote n'est pas universel. C'est au second degré. Ce n'est pas la population qui vote, ce sont les députés qui votent. C'est ça le malheur. L'image du Congo central est éternie. S'il fallait faire le plan chronologique, on a le premier président qui était de l'espace né-Congo. On reconnaît en lui des valeurs orthodoxes en ce qui concerne la gestion. Vous également, même à votre époque, l'IGF était là, même si l'IGF à l'époque n'avait pas d'ampleur comme celle de Gilles Alingueté. On n'a pas senti vous être taxé, taquiné dans des dossiers, des corruptions. Et quand vous attendez cela dans la province où vous avez beaucoup donné, vous avez quel sentiment? Non, c'est triste. Ça me fait mal au cœur, effectivement. Parce qu'en fait, quand vous voyez les tableaux de toutes les 26 provinces que nous avons aujourd'hui, le Bas-Congo, le Congo central, ne mérite pas la place qu'elle a aujourd'hui au sein des 26 provinces. Et donc là, c'est triste. C'est triste et pour les électeurs qui ont élu l'équipe, et pour ceux qui ont dirigé, et pour la population, parce que le Bas-Congo ne mérite pas du tout la place que nous avons aujourd'hui. Là, je suis radical. Là, je n'hésite pas à le dire. Clarisse Mbouy, oui, le projet en eau profonde des bananas. Oui, là, j'aimerais m'exprimer en lingala pour que la population du Bas-Congo, la population de partout puisse nous atteindre. Parce que Congo central, ezali na ba richesse mingi, mais na kota lango est décollé vraiment té. Et décollé vraiment té. Yozwa ki temps ya ko gouverner Congo central. Et l'okonini et sali que Congo central vraiment est décollé té. Et puis en parlant, il y a un projet à eau profonde de banana.
Pourquoi projet wana et attendre si longtemps pour que na ba mikolo nde boko makolo belango? Bon, merci beaucoup. Bon, là, franchement, je voudrais bien faire la part belle au chef de l'État. Parce que ils ont un projet à Kala, c'est vrai. Mais dans 2 jours, il va lancer la première pierre pour la construction du port. Là, franchement, félicitations au chef de l'État parce qu'il a eu ce courage de le faire. Et d'autant plus qu'on parle aussi d'un projet... Il a eu le courage. C'est que Mamsous Bazalène a le courage. J'y arrive. Ils ont un problème de volonté. Ils ont un problème de volonté. Il y a aussi des projets, il y a Port à l'eau profonde, qui va certainement booster, pas seulement le Bas-Congo, mais la République tout entière. Problème à Port, dans le Bas-Congo, ils ont un problème, il y a Congo central. Le port à l'eau profonde, ils ont un problème, il y a Congo Mobimba. Mutazana Bukavu, Mutazana Sakane, Mutazana Kanangi, Lebo. Il faut être fier. Il y a port à l'eau profonde parce que il faut créer souveraineté dans Bissomoko. Donc même si on met la voix qui part de Pointe-Noire, Kinshasa, Tina, Bakassa, Ikuna, ça c'est une voix qui va être créée. Mais il y a une voix nationale qui parle de Banana, Kinshasa, Matadi, Kinshasa, etc., il est partout. Cette voie-là est indiscutable. On ne peut pas négocier parce que ce qui Bapaya, comme Brazzaville, un jour, Balingi va bloquer Bissau, ce qui va attaquer Bissau, et que Bissau toujours importé des armes. Ce que tu dis que quand voit à Brazzaville, na Pointe-Noire, et Zala, ce qui va armer, Basali complot contre le Congo, va bloquer l'arme d'Abissou, on va se défendre comment? Pour défendre un calibre 12, c'est impossible. Donc il faut que cette voie-là existe. C'est une voie, non pas de Congo, mais une voie nationale. Il y a Congo Mobimba. Que ça, le chef de l'État a vu clair parce qu'il a sauvé le Congo sur le plan de souveraineté nationale. Mais yo, la richesse, il y a Congo central, ça ne décolle pas. Oui, ça ne décolle pas. Oh, lobby, je n'hésite pas à le dire. Et ça, problème, il y a volonté politique. Il y a gouvernement. Yo, il y a bien que, dans le Congo central, si le gouvernement s'est dit, tout ce qui comporte la bitume, pour asphalter la route, nous avons là-bas à Mavouma, à Lukula, ce qu'on appelle les bitumes. Le sable asphaltique. Les Belges vont exploiter Yango. Yango va faire la route bon même l'aéroport de Moindre, c'est avec ce bitume-là. Mais pour nous, le chef voit ça. Au lieu de bitume importé, tout ça, il y a volonté politique. Est-ce que que nous pouvons être le pays le plus puissant dans l'exportation de l'aluminium? Nous avons le bauxite au Bas-Congo, dans Sumbi, à Tchela là-bas. Monsieur Mbati Bacha, je vous suis au mot. Au lobby, et l'axima qui est au gouverneur qui Bas Congo, oye bien en tant que papa Yakuna, oye bien. Est-ce que ne serait-ce une fois au proposé qui projet à bon on a parlé? Bien entendu, le Parlement, c'est pas au Parlement, c'est du gouvernement. Je parle de la volonté politique du gouvernement, pas du Parlement. Parce que quand j'étais, d'abord, je vous dis que ce sont des projets qui exigent la volonté politique. Et ça relève du gouvernement national. Prenez le projet Oyna Lobby à Aluminium Mawa. L'entreprise la plus puissante du monde en matière d'aluminium, donc l'exploitation de bauxite, BHP Billiton, ça a 3 ans pour nous exploiter bauxite. Il y a chose. On leur exigeait dans le ministère $1 million de corruption. Bango balobi mais papa,
Biso to lingo tio ko exporter bauxite d'abino pour tout ça l'aluminium qu'on va exporter le monde entier. Maintenant besoin luka $1 million tuko zangop. Dika to sala soko to sali beaucoup zwa mbongo besoin luka. Non. Ils avaient besoin de courant. C'est que les projets ont été en suspens. Bakenda, BSP Bilton, ils étaient ici pendant 3 ans. Bakenda. Le bauxite est resté comme ça. Alors, c'est quoi le faut le gouvernement central. C'est pas patriotique ce qu'ils ont fait là-bas. Wana na lobby awa makambo ya aluminium. Na lobby makambo bitim, bongo inga. Inga wana ozomonda mama. La capacité hydroélectrique du Congo, c'est 100 000 mégawatts. Ce qui fait du Congo 13% de capacité hydroélectrique du monde, 37% de l'Afrique, 100 000 mégawatts. Mais dans 100 000 mégawatts, on a 44 000. Donc presque la moitié de la capacité hydroélectrique il y a Congo. Et ça concentré dans Inga wana. Sauf que Inga a comme une phase Inga 3 courant et qu'on dans le Moyen-Orient partout. Mais où est-ce que nous en sommes? L'heure Batubamoni que Inga est puissant. Les autres pays ont dit bon, c'est ce qu'on appelle en français la division internationale du travail. C'est un principe ça. La division internationale du travail. Donc, comme Inga est si puissant, ça ne sert à rien que barrage, nous allons prendre le courant. Congo-Brazzaville, nous avons le courant à Inga. Zimbabwe, nous avons le courant à Inga. On les a discours, il y a Bandakala. Nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles. Nous n'avons pas fait avancer notre propre Inga. Que Brazzaville a joué barrage Zimbabwe. Donc ils ne prennent plus chez nous. Parce qu'ils nous ont attendus, nous ne sommes pas au rendez-vous. Je vous remets Vincent Muzungu. Vous parlez de Inga qui a connu beaucoup d'imitations, Inga 1, 2, 3. Franck Fanon disait, je pense que l'Afrique a rêvé la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Je pense que la gâchette serrée, Inga, une fois appuyée, c'est l'Afrique tout entière qui sera bénéficiaire. Mais, Excellence, dites-nous, le problème d'Inga 3 est bloqué à quel niveau précisément? Bon, je ne suis pas au niveau du gouvernement, je sais tout simplement qu'il y a... Voilà. C'est là où on peut parler de saga. Bien, vous avez le saga au niveau, il y a tout. Mais où est-ce que saga? Parce que nous entendons voir Australien, Bakedi, Allemand, Basilimba, Salaboy, Toye, Bakate, et le Konine Blokaka. Ah non, les Sud-Africains, ils sont prêts à s'investir, etc. Toye, Bakate. Mais moi, je pense qu'il y a un manque de volonté politique quelque part. Parce que si vraiment on se décidait au niveau des dirigeants, de dire que nous prenons le taureau par le corne, cette fois-ci, comme on peut se décider de faire l'agriculture dans notre pays, si nous décidons aujourd'hui d'exploiter les poissons de Kalebi, ministre de Salabatura, ou Akei, pour un piodi, beaucoup de piodi, ne vous en faites pas, mais beaucoup Kalebi. Mais ce qui frise, c'est que vous, déjà à votre niveau, vous ne savez pas maîtriser ou comprendre qu'est-ce qui serait passé dans les tractations pour les gens, les sociétés devant signer les contrats. Vous dites également que les Sud-Africains devraient aussi apposer des signatures. Cela n'a pas marché. Vous ne maîtrisez pas. Mais que dire de cette population dont vous avez... il y a un principe de redevabilité qui oblige... Oui, c'est-à-dire que la population a sa victime. Il y a saga. Il y a politique nationale. Population, nous sommes victimes. Même moi, je suis victime. Mais nous espérons qu'un jour, il y aura bien une volonté politique qui va s'exprimer dans ce pays. Parce que ça a l'air quand même, à un certain moment, de sabotage. Parce que moi, quand je vois BSP Bilton à Kendeki, quand je vois comment le saga de Inga est, donc il y a quelque part, on dirait que... Il y a quelque part au Batubalingité. Bref, c'est le gouvernement qui n'arrive pas à procéder dans la négoce comme souhaiteraient les partenaires. Oui, ça veut dire qu'il doit y avoir
des petits malins quelque part qui ne veulent pas que ça marche. Parce que ça devrait aboutir, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Et puis ça prend du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ici, par exemple, au niveau de l'IPWEL, BHC Bilton, mais tu sais qu'il a dû taper les poings sur la table. On a amendé beaucoup de choses qui ont été négociées, et pour on est arrivé à un compromis, il va poser la première. Donc il y a une volonté qui a été exprimée. Les projets en eau profonde des bananes des chefs de l'État sera déjà dans le Bas-Congo. Vous également, vous allez y rendre pour le lancement officiel de ces projets. Vous avez dit que la volonté politique y est. On peut déjà espérer dans combien de temps, s'il fallait parler en termes de statistiques, hein, ces travaux, c'est vrai, vous n'êtes pas la main d'œuvre, c'est pas vraiment vos oignons. Et on peut estimer dans combien de temps pour un projet OYO et vous allez lancer et Banakosuka. Bon, d'abord, ce qui est bien, extraordinairement bien, c'est que ça va donner des emplois. Au moins 55 000 emplois, ce qui est bien. En somme-là, comme j'ai toujours dit, comme nous-mêmes nous disons que le projet WANA c'est un projet national. Donc c'est le moment où on ne va pas dire que les Congolais seront engagés là-bas. C'est pas moi, Naïlebo, Aoutina Gandaji, comme on a dit tout, Alinga Kengusala na Mwanda. C'est son droit, parce que le projet en est un projet de souveraineté nationale. 55 000 emplois. Il n'y a pas que les Bas-Congo qui vont travailler, tout le monde peut travailler. Ça, c'est vraiment... les gens ne voient pas ça directement, mais ils voient les premiers bénéfices des Congolais sur ce projet. En plus qu'il va booster l'économie du pays, il va arrêter cette hémorragie qui consiste à battre de gros tonnage, ce qui est fait que dans la pointe noire, que nous décharger des produits à Congo, ça va cesser toutes ces histoires, mais ça va donner aussi beaucoup d'emplois aux Congolais. Donc cette affaire-là, c'est vraiment une mine d'or. Classe, oui, un ajout? Oui, dans tout projet, il y a des risques. Quels sont les risques à surmonter dans l'élaboration de ce projet? Bon, le risque de l'élaboration, c'est déjà dans l'étape de l'exécution. Le risque, c'est-à-dire que c'est un projet, comme tout projet. On a fait des statuts. Donc le gouvernement s'est engagé. Moi, de mon côté, je ferai ça, je ferai ça. L'IPWEL s'est engagé. Moi, de mon côté, je ferai ça, je ferai ça. Bayokani. Bon. Arrivé en cours de lutte, l'IPWEL ne respecte pas les engagements qu'elle a pris. Ou bien le gouvernement ne respecte pas les engagements. Ça patouche. Donc ça, c'est le risque que les partenaires ne soient pas en mesure de respecter les engagements qu'ils ont pris. Ça arrive. Bon, mais ceux qui vraiment, ils sont sérieux et qui sont respectés leurs engagements, je crois dans 2 ou 3 ans, on peut parler de la fin de la première phase. Il y a un port en eau profonde et ça peut déjà être opérationnel, mais c'est un problème de respecter les engagements qu'on prend. Très bien, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Pour finir, nous allons chuter en politique 2023. On revient encore là-dessus. Monsieur Simon, les perspectives d'avenir pour l'année 2023, qui est une année fatidique pour les élections devant s'organiser en République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi. Ça sera ses premières élections qu'il va organiser depuis que le flambeau lui a été donné par son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Votre mot? Bon, tu sais Vincent, ce pays, c'est un pays où on ne parle que des élections. Mais dans les autres pays, il y a aussi des élections. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pendant le mandat, les gens travaillent. Et puis après, il y aura une période d'élection, on ouvre la période des élections. Là, on parle des élections. Mais chez nous, au Congo, du début du mandat jusqu'à la fin, on ne parle que... Vous voyez la CENI, vous voyez le temps que ça fait pour mettre la CENI. Pourquoi? Donc c'est un pays qui ne vit que pour les élections. Mais nous là, nous n'avons même pas encore terminé le mandat. Déjà, en 2023, 2020, papa, tout à l'année 2021, tout à l'année 2022, tout aussi, qu'on fasse d'abord ce que nous devons faire. Parce qu'un pays ne peut pas avoir les yeux rivés sur les élections, rien que ça dans sa vie.
tout le monde parle de la CENI, des Kadima, de ceci, etc., etc. Entre-temps, l'économie, qui doit être vraiment l'objectif, le social, etc. On dirait que les gens n'en parlent même pas. Kadima. Je ne sais pas, celui qui était là avant. Il était. Non. Bon, moi, je veux seulement qu'on parle de 2020. Mais tout ça, là, nous travaillons d'abord maintenant. Et puis, mieux nous travaillons maintenant, mieux le passage sera en douceur pour 2023. Si nous ne travaillons pas bien maintenant, il y aura une déchirure en 2023, en ce sens que il y a des gens qui veulent continuer, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on continue, il y a des gens... C'est ça qui amène toujours les troubles dans un pays. Mais moi, je crois que si nous préparons très bien le bilan du président, nous arrivons en 2023, même les opposants, il y a moyen de claquer la bouche aux opposants. Eux-mêmes, Monique, vraiment, avec un bilan comme ça, non, qu'il achève, et puis après, etc. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Il faut qu'on arrive à un moment où l'opposant n'aura pas de discours. Mais ne donne pas trop de discours à l'opposition. Le projet des 145 territoires, quand vous voyez ces projets, vous vous dites que ça vous tente d'être commenté, c'est des bons signaux pour l'ensemble de notre pays. C'est un bon signal. D'abord, la conception même de ces projets-là, c'est une bonne chose. Parce que c'est la volonté de faire bénéficier la base des minimums. Je vous disais ici que nous avons des problèmes pour faire le bilan dans nos circonscriptions. Mais si le projet de 145 territoires là-bas, ça s'applique, il y aura déjà au niveau de la base un discours à tenir. Donc cette affaire-là, ce n'est pas à discuter, c'est très bien. La conception même est bien, c'est d'aller à la base. Vraiment, peut-être saupoudrer, comme je peux dire, mais vraiment saupoudrer de partout pour qu'on sente quand même que vraiment il y a une volonté qui s'exprime au niveau du gouvernement pour changer et le social, les infrastructures, etc. On a comme l'impression qu'en Afrique, la continuité des projets ou des actions des gouvernements pose problème. Hier, c'était Joseph Kabila Kabange qui avait 5 chantiers, il est parti. Tshisekedi qui arrive, on n'a pas pensé à venir ou revenir sur ce qu'a été les projets des Kabila. Aujourd'hui, on a 145 territoires. Vous pensez que même après 2028, ceux qui viendront auraient la facilité de revenir sur les projets et la continuité du pouvoir, ou bien chacun toujours amènera de nouveaux concepts? Non, c'est-à-dire que ça, c'est... D'abord, la première chose, parce que vous parlez de l'Afrique, d'abord, ça dénote toujours le manque de rigueur des Africains dans ce qu'ils font. On est souvent léger. Ça, c'est le 1. De 2, les grands problèmes que nous avons, c'est que la plupart des grands projets, comme vous dites 5 chantiers, etc., ont toujours une connotation de démagogie politique. Démagogie politique? Oui. Et donc, en ce moment-là, celui qui vient, quand il voit que ça a servi à son nécessaire pour avoir une opinion, lui, il ne va pas suivre ça. Lui, il va commencer à laisser. Mais si vraiment on était conscient que les projets qui sont mis en place, c'est pour la nation, ce n'est pas pour celui qui est à la tête du pays, etc. Ce n'est pas pour faire sa propagande, mais c'est pour l'avancement de la nation. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde s'approprie du projet. C'est-à-dire même la population s'approprie du projet. C'est difficile que ça tombe. Même quand quelqu'un est parti, mais quelqu'un vient, mais c'est tellement ancré dans l'appropriation par la population que ça ne peut pas tomber. Mais comme ça a toujours une connotation de démagogie politique, alors celui qui est parti, il n'y a que lui qui en connaissait un peu les arcanes. Dès qu'il est parti, l'autre vient faire autre chose. Celui qui vient de faire autre chose, parce qu'il trouve que c'est comme ça qu'il faut galvaniser les espoirs, les espérances de la population, etc. Mais si vraiment ce sont des projets bien conçus pour l'intérêt de la population, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas subsister
à la fin d'un tel ou tel régime. Le contrôle parlementaire est reconnu dans votre chef où l'affaire RAM a été commentée, il faut le dire, négativement dans la clameur publique. Nous avons suivi de près ce qui s'est passé au niveau de la chambre basse du Parlement, votre institution. Vous êtes arrivé à quel niveau? Parce que les prélèvements continuent toujours à ici frapper votre base, la population de la RDC. Bon, mais l'affaire des rames, c'est un cauchemar pour le pays. Je n'ai jamais vu un entêtement comme ça dans ma vie. Au niveau du Parlement, même au niveau de la Commission économique et financière, qui prépare le budget, on a supprimé toute possibilité d'avoir des recettes qui viennent de rames. Ça n'existe pas. Mais on continue à percevoir. Je ne comprends rien. Je peux même dire que pas seulement moi, parce que moi aussi je suis victime, tout le monde est victime. Vous êtes aussi victime? Comment? Pourquoi pas? Tout le monde est victime. Mais pour tout le peuple... Mais vous ne sentez pas le coup quand même hein, par rapport à un citoyen lambda? Je ne suis pas un homme. Pourquoi? Mais le statut n'est pas le même avec tous les hommes. Que le statut? Vous êtes député national. Toi tu mets des unités et puis parfois tu prends des unités. Quel statut tu cherches? Tout le monde. Tu prends 10 $, tu mets 10 $ à l'unité et puis après 2 $, 3 sont partis. Quel statut que tu cherches? Madame Clarisse. Non, c'est un cauchemar cette affaire-là. Un cauchemar pour le peuple congolais. Un commentaire, Madame Clarisse. Oui. Quand vous dites que le RAM c'est un cauchemar, je reviens un peu en arrière. La population, vous avez dit avant que la population dans ces pays, on ne parle que des élections. Pourquoi pas en parler? Parce que c'est cette population qui vous vote. La population qui vous vote vous dit qu'il vous attend au tournoi parce que c'est cette population-là qui souffre. C'est cette population-là qui réclame qu'on enlève le RAM, mais le RAM persiste toujours. C'est cette population-là qui... Et elle aura du mal à vous faire confiance en 2023, cette population-là. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Vous savez, en français, on dit que le peuple a toujours de l'intelligence pour un prince nouveau. Le peuple a toujours de l'intelligence pour un prince nouveau. Parce que le peuple aime toujours le changement. Et le peuple a raison, effectivement. Mais le peuple n'aime pas le changement pour le changement, suite au résultat que la plupart de nos chefs d'État en Afrique donnent. Alors maintenant, comme la démocratie n'est pas installée, pour ce que même des étudiants puissent battre un président, c'est des militaires qu'il faut la faire. À la place de la démocratie, les militaires, il faut le faire. Mais je condamne, je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais nous sommes en train de peindre les faits. Oui, M. Mbati Mbacha, dans votre exposé, vous avez dit que le chef de l'État a la volonté. Il a vraiment la volonté. Vous, en tant que membre de l'Union sacrée, quel conseil donneriez-vous pour l'avancement de l'accomplissement de son mandat? Oui, ça, je n'hésite pas à vous le dire. Et ce n'est pas de la flatterie. Le chef de l'État a la volonté. Il l'exprime. Mais malheureusement pour lui et pour tout le peuple congolais, la seule volonté ne suffit pas. Il faut que cette volonté, il l'exprime aussi dans le choix des gens qui sont appelés à l'aider dans sa vision. Le choix est très important. Il faut qu'il ait aussi des critères qu'il puisse mettre en place pour qu'il puisse détecter ce qui réellement peuvent l'aider à réaliser cette vision. Parce que s'il a une vision, mais au moment de la réalisation, il prend des gens qui sont loin de cette vision-là. À la fin, il n'y a rien qu'on remarquera. On risque même de croire qu'il n'y a pas eu de vision. Alors il n'y a pas eu de volonté politique, alors qu'elle est là. C'est un devoir difficile que n'importe qui ne peut pas croire qu'il va s'en sortir dans le choix des collaborateurs, dans le choix des gens qui peuvent l'accompagner dans la réalisation de la volonté politique.
C'est ça le problème. Quand vous parlez... S'il vous plaît, monsieur Vincent, dans la population de Congo central, si vous pouvez leur dire un mot. Bon, Bazo Lelanga Boutumoyi, Oyebi Gisèle, moi quand j'étais... Ah pardon, Clarisse plutôt, Gisèle. Ouais, Gisèle et Clarisse, ce sont des noms féminins, ouais. Des noms féminins. Oui. Oyebi Clarisse, Bango Bayebi pourquoi Bazo Lelanga? Moi, quand j'étais gouverneur de province... Hein? Non, non, premier secret, Bayebi Yango. Donc, ce que Mouta Azam Konz, dans le monde entier, ce que ça les liste, il y a un président au Batika Basango, dans le pays de Bango. Une seule chose qui les a caractérisés, c'est l'amour du peuple qui les dirigeait, l'amour. Et cet amour-là amène à l'esprit de servir. Peuple à Mounaka, que Moutoyo, à servir Bissot. Comment fais-tu? Moi, quand j'étais gouverneur de province, nalala na mission catholique, nalala na couvent de sœurs, d'une manière correcte. Hein. Je n'allais pas dormir dans le couvent. Bon voilà, correct. Et puis après, c'est le gouverneur de toute la province, mais il vient ici, dans notre mission, dans notre chose, dormir, parler avec nous, résoudre nos problèmes, promettre, et puis ceux qui accueillent, attendent, non, ça vaut la peine. Alors, ceux qui me suivent là, ceux qui viennent après moi, mais ils peuvent faire la même chose. Ben, c'est la même chose. Qu'ils montrent qu'ils sont là pour la population, qu'ils montrent qu'ils sont là pour servir. C'est pas ça un gouverneur de province. Un gouverneur de province, au côté de aussi gyrophare. Mais ce qu'on a gouverneur, peut-être visiter un hôpital, peut-être secourir, etc. Vous pouvez pas mettre gyrophare, gouverneur. Et quand tu seras là-bas, tu fais ce qu'un chef doit faire. Il n'y a pas de fétiche pour ça. Vous avez parlé de collaborateurs sitôt. J'ai une question, c'était une puce à l'oreille. Hein. Pour moi, il y a l'ancien président qui s'est plaigné qu'il n'en avait pas autant hein, autour de lui. Lui, d'ailleurs, il était clair avec des statistiques. Hein, il a parlé, il n'en avait pas 15. Avec le chef d'État actuel, on n'attend pas dire dans la clameur publique qu'il serait mal entouré. C'est un avis dont vous partagez ou bien vous avez d'autres lunettes? Quand on dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? On entend que le président actuel est-il bien entouré? Parce qu'on entend souvent dire que la plupart des chefs d'État manquent de bons collaborateurs. Vous pensez que l'actuel, il est bien entouré avec des collaborateurs qu'il a? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le président sait qu'il soit bien entouré par... Non, je ne pense pas. Là, il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir. Sinon, nous vous disons infiniment merci d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Clarisse. C'était le Parlement co-animé par Clarisse Mbouy qui recevait pour vous l'ancien gouverneur du Bankogo, Simon Mbatchi Mbacha, plusieurs fois ministre, mais également député national. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue accordée à cet entretien dont vous allez retrouver sur les ondes de la 10e Rue Télévision. À très vite.